Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11. Merci d'être avec nous. Sébastien Jumel, qui est député communiste de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Merci. Un député qui vient ici sur Sud Radio. Merci parce que vous avez du travail en ce moment à l'Assemblée nationale. Vous reprenez à 15h, je crois. Oui, c'est ça. Le débat sur la réforme des retraites. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. Alors, parce que je voudrais savoir quelle est la position du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Vous faites partie de la NUPES, mais je sais qu'il commence à y avoir, et vous le savez, vous aussi, quelques dissensions sur la stratégie à tenir autour de cette mobilisation contre ce projet de réforme des retraites. Alors, d'abord, est-ce que vous souhaitez que l'article 7 soit voté avant vendredi soir ? Notre seule boussole, nous, c'est d'être à la hauteur de la mobilisation sociale. Et d'être utile pour obtenir le rejet de ce texte. Et donc c'est notre boussole qu'on ajuste au fur et à mesure où le texte se déroule et au fur et à mesure où la mobilisation sociale s'organise. Pour répondre à votre question, ça a l'air d'omnibuler tout le monde. Est-ce qu'on va examiner l'article 7 ? D'abord, je vous invite à réfléchir à une chose. Pourquoi le gouvernement n'a pas mis l'article 7 en premier ? Il avait le loisir d'organiser le texte. Non mais on est d'accord. Cela, mais d'autant que l'article 7 est censé générer des recettes et qu'on l'a mis dans la partie dépenses. Bon, l'article 7 va venir en débat. Il viendra en débat jeudi ou vendredi. La question est pour nous de savoir s'il y a un intérêt à ce qu'il soit voté ou non, et dans quelles conditions il sera voté. Quand on veut être utile à la mobilisation, quand on veut être utile aux gens qui souffrent, parce qu'au bout du compte, c'est pour cela que nous sommes là, est-ce qu'il faut permettre au gouvernement de marquer un point ou est-ce qu'il faut faire boire la tasse au gouvernement ? J'ai dit hier, moi je suis pas là pour boire le thé avec Elisabeth Borne ou Olivier Dussopt, mais je suis là pour leur faire boire la tasse, comme nous l'avons fait sur l'article 2 d'ailleurs, index senior, index senior. On a balayé l'article et on les a mis en minorité. C'est ça qui commande la stratégie Alors, vote ou pas vote ? On a une rencontre avec les organisations syndicales en début d'après-midi. On va échanger en intergroupe. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que la majorité ait envie qu'on aille au vote. Non, mais d'accord. Mais vous pose une question, vous ne me répondez pas. Si, je vous réponds. Vote ou pas vote, Sébastien Jumel ? Vous, à titre personnel, vous souhaitez un vote ou vous ne souhaitez pas un vote ? Moi, à titre personnel, je vous dis que si l'article 7 vient au vote, je voterai contre. Non, mais ça, évidemment. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il vienne au vote ? Oui, il viendra en débat, et s'il vient au vote... Non, mais ça ne dépend pas que de nous. Enlevez-moi le si. Ça ne dépend pas que de nous, non, mais ça, j'ai bien compris. Mais vous savez bien qu'il y a aujourd'hui, pour que l'article 7 vienne au vote, il va falloir retirer des amendements. Bon, pour ce qui concerne le groupe communiste, on a... vous avez nettoyé. Peu d'amendements. Là, on va débattre de l'article 3. Est-ce que vous demandez, pour des raisons stratégiques à la France Insoumise, de retirer une partie de ces amendements? On doit se caler dans l'après-midi. Moi, je suis très attaché au droit individuel à amendement et au droit collectif à amendement. Et je pense qu'il faut se méfier d'un Parlement qui se transformerait en chambre lisse, en chambre aux ordres, d'un sorte de Parlement Donc, vous n'êtes pas favorable au retrait des amendements de la France Insoumise qui permettrait le vote de l'article 7 ? Je suis favorable à ce qu'on accélère le débat lorsque nous l'aurons collectivement décidé pour aller au vote sur l'article 7 en lien avec les organisations syndicales et le mouvement social. Donc vous êtes pour un vote sur l'article 7 ? Merci de me le dire. Alors c'est ça, Sébastien Jumel. Vous êtes pour un vote sur l'article 7 ? On va cheminer ensemble. L'idée, c'est que... Vous êtes favorable à un vote ? Il y a une unité syndicale. Oui. Il y a un front politique uni à l'Assemblée. Je veille à ça comme à la prunelle de mes yeux. Oui, mais ça j'ai bien compris. Enfin, vous admettez qu'il peut y avoir quelques dissensions au sein de la NUPES et même entre les syndicats et la NUPES, vous savez bien. J'admets aussi que lorsque on détermine une stratégie, personne n'a la vérité absolue. La question qui se pose, c'est est-ce que un vote de l'article 7, puisque la droite et les marcheurs sont quasiment alignés, est de nature à surmobiliser l'opinion publique contre la réforme, ou est-ce qu'elle est de nature à démobiliser l'opinion publique ? C'est en fonction de ce curseur qu'on va se déterminer. Et alors, vous en pensez quoi ? Un vote, c'est ça dope l'opposition. Ça dope
ou est-ce que ça éteint une partie de l'opposition? Ça dope ou ça l'éteint, et c'était quand nous aurons affiné notre vision de ça que nous nous déterminons. Vous ne savez pas aujourd'hui si ça Non, dope mais ou si je ça suis éteint. je suis pas Madame Soleil. Non, vous n'êtes pas mal. Non, mais Sébastien Jumel, vous connaissez l'état de l'opinion, vous y réfléchissez, est-ce que ça peut doper ou pas? Je pense qu'il y a une colère froide du peuple, qu'elle est déterminée, Oui. qu'elle est plus épaisse qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, le fait que dans les villes moyennes, les villes de demain, c'est là que les mobilisations sont les plus fortes, devrait interpeller le gouvernement. Et je pense que, indépendamment de l'évolution de la procédure parlementaire, les Français ne sont pas prêts à prendre 2 ans ferme avec cette réforme, ne sont pas prêts à prendre en compte le fait que les femmes seront les premières victimes de cette réforme. Et je vous invite à aller regarder, moi, sur mes réseaux, j'ai publié chaque jour un métier nouveau, de gens en exercice de travail, trieuse de verre, un chauffeur de bus, un soudeur ajusteur, et vous verrez que lorsqu'ils parlent de leur travail, ils en sont fiers. La valeur travail est pour nous importante, mais lorsqu'ils parlent de leur travail, ils parlent aussi des corps qui s'usent. Et je pense que le gouvernement n'a pas perçu l'inhumanité de cette réforme et le fait qu'elle interpelle les gens dans leur chair, dans leur humanité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la protestation n'est pas prête de s'éteindre. Est-ce que le débat, alors je vais revenir à la protestation, est-ce que le débat, justement sur la valeur travail, n'a pas été un peu abîmé? Est-ce que la valeur travail, au cours du débat, est-ce que le débat n'a pas abîmé la valeur travail? À la fois les discours tenus par la majorité et les discours tenus par les oppositions, avec parfois des débordements condamnés par une majorité de Français à l'Assemblée nationale. Oui, il y a eu des comportements qui n'ont pas servi la cause. Et qui ont été condamnés. Et donc il faut qu'on soit à la hauteur de ça. Est-ce que la valeur travail est au cœur du débat? Non. Ah bah, oui ou non? Elle est forcément. Vous savez, moi je suis. Mon père était chaudronnier soudeur. Oui. Ma mère était femme de ménage. Et je suis élu d'un territoire où le PIB industriel est de 27%. Où je vous assure, venez-y un jour, je vous y accueillerai avec plaisir. Les gens sont courageux. Les gens sont fiers de faire. Mais ils sont courageux partout, vous savez, dans toutes les régions de la France. marmite. Grâce à l'intelligence de leurs mains ou à la valeur de leur travail. Mais dire cela, ce n'est pas en même temps renoncer au fait que après une vie de labeur, on a le droit au second souffle que représente la retraite. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression, moi je regarde ça avec une distance. D'un côté, le gouvernement qui nous parle que d'argent, souvent d'argent dans cette réforme, et de l'autre côté, mais des voix à gauche qui ont parlé de droit à la paresse, qui ont parlé de... Comme si travailler n'était plus très noble. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vous avez pu percevoir ça, mais vous avez pu percevoir, y compris dans les propos du groupe communiste, que... C'est là où vous vous distinguez? Non, mais je pense que ça traverse... distinguez-vous. Non, mais ça traverse tous les mouvements. Enfin, moi, je suis très proche de François Ruffin. François Ruffin a très clairement dit très tôt que le travail était source d'épanouissement, que le travail était source de socialisation, que le travail était source de fierté, mais que le travail pouvait abîmer les corps et légitimement aboutir à... Ou les esprits, vous avez raison, le burn-out, le stress, le droit à la déconnexion, et que tout cela militait pour une juste répartition de la valeur travail et une juste répartition des richesses. Bien, vous, hier, la Première ministre, Elisabeth Borne, a fait une concession à propos des carrières longues. Pas plus de 43 ans, quel que soit le moment où on entre dans le travail. Pas plus de 43 ans de cotisation pour faire valoir ses droits à la retraite pleine. C'est une concession que vous attendiez, j'imagine. Oui, c'est un rétropédalage en direct de la Première ministre pour tenter d'amadouer des élus de droite récalcitrants. Mais vous avez noté comme moi dans le débat à l'Assemblée qu'Aurélien Pradier a posé des questions très précises, puisque c'est lui qui était à la manœuvre pour négocier, pour savoir qu'en était-il de ceux qui avaient commencé à 16, 17 ans, de combien de personnes ça concernerait. À moins de 16 ans, il a parlé des moins de 16 ans. Et combien de personnes ça concernerait.
et que le flou artistique qui entoure les réponses nous conduit à rester vigilants. Comme d'ailleurs le flou artistique et l'incapacité du gouvernement à répondre à la question des 1200 € de retraite minimum. Moi, Apparemment, tout le monde s'est mis d'accord sur 40 000 personnes. Ça concernerait 40 000 personnes. Oui, c'est vraiment peu, et le ministre ne l'a pas dit aussi clairement. Moi, j'ai été rapporteur d'une commission. J'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Oui. 132 000 AESH en France, d'accompagnants d'enfants en situation de handicap. 2% seulement de ces AESH ont des temps pleins. 98% ont des temps partiels, autour de 24 heures par semaine. Eh bien, le gouvernement a annoncé hier, très clairement avec cette réponse, que les AESH qui pourtant prennent soin de nos mômes au quotidien n'auront pas de retraite à 1200 € en fin de carrière. Sébastien Jumel, sur l'index senior. Alors, j'y reviens, l'article a été retoqué. Est-ce qu'il ne permettait pas de favoriser l'embauche et le maintien à l'emploi des plus de 55 ans? D'abord, c'est une défaite pour le gouvernement et c'est une victoire pour l'opposition. Non. C'était une demande des partenaires sociaux au départ. Non, la demande des partenaires sociaux, c'est d'abord de prendre en compte le fait que le taux de chômage des seniors est plus important en France que dans le reste de l'Europe. Et que l'inemployabilité des seniors pose des questions qui n'étaient pas dans l'index senior. Quelle formation pour eux? Quel accompagnement dans le retour à l'emploi, quel accompagnement sur la mobilité des seniors. Je vais prendre un exemple. Vous êtes cadre d'une boîte ou salarié d'une boîte, un fondeur chez moi, Sival, depuis 35 ans. Vous êtes senior, vous êtes licencié. On vous propose un boulot à 80 km de chez vous, payé 40% de moins, sans prendre en compte vos frais de déplacement, et avec l'épée de Damoclès d'ailleurs de l'assurance chômage qui va vous tomber sur les reins. Eh bien, ça aboutit. L'allongement de la durée de cotisation et l'allongement du départ en retraite va aboutir, les économistes ont démontré, à multiplier par 4 le nombre de seniors au RSA. Alors que fait-on? Le nombre de seniors au RSA et le nombre de... pour l'emploi des seniors? Est-ce qu'on baisse les cotisations sur les cotisations patronales, par exemple, des seniors qui restent dans l'entreprise? Nous pensons qu'il y a eu déjà beaucoup d'exonérations de charges patronales, environ 80 milliards, sans résultat très conséquent. Non, je pense qu'il faut mettre en place des outils d'évaluation. Le bilan social, d'ailleurs, permet ça dans les boîtes. Oui, non, mais d'accord, l'évaluation, d'accord, mais comment? Des plans de formation, des aides à la possibilité, d'ailleurs, de cumuler retraite et activité. Bon, ça existe déjà. Hein. Les aides insuffisantes. Insuffisamment mises en œuvre. Et puis... des plans de formation. Je reviens sur mon idée. Vous êtes dans une fonderie au fin fond de ma circonscription à eux. Vous avez un vrai savoir-faire, une vraie expérience. Si on vous propose de devenir tourneur-fraiseur dans une entreprise à 30 km, vous avez besoin d'une formation pour vous adapter. Vous avez besoin d'un accompagnement pour vous adapter. Vous avez besoin de sas, y compris de transition, pour retrouver du boulot. En prenant en compte le fait que moi j'ai été maire d'une ville, il y a des boulots où, à 58 ans, les corps sont usés et que dire aux seniors qu'ils pourront absolument continuer à travailler, c'est la méconnaissance de l'espérance de vie en bonne santé qu'il faut encourager le travail des seniors aussi, hein, Sébastien Jumel. Il faut encourager le travail parce qu'il vaut mieux travailler quand on est à 58 ans et qu'on est encore en bonne santé plutôt que de se retrouver au chômage ou de se retrouver... Vous êtes bien d'accord avec ça? Vous prêchez un convaincu. Et d'ailleurs, si on avait commencé par travailler sur cette question de l'emploi, du taux de chômage des seniors avant cette mauvaise réforme, eh bien cette mauvaise réforme n'aurait pas eu lieu d'être. Bon, alors, dernière question. Bon, je ne parle pas de la journée de demain parce que elle sera moins... il y aura moins de monde demain, tout le monde le dit, les syndicats, les premiers. Mais le 7 mars, il y aura cette grande journée de mobilisation avec des grèves, des manifestations et le blocage du pays. Ça, les syndicats l'ont dit. Mais imaginons, la loi est votée et ensuite, bon, le 7 mars, blocage du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poursuivre derrière? Il faut bloquer le pays plusieurs jours pour essayer de faire reculer le gouvernement? Il faut une mobilisation de nature à obtenir le rejet de ce texte et le retrait de ce texte. Donc, il ne m'appartient pas. Vous savez, moi, je suis très attentif à l'indépendance du mouvement social. J'aime pas trop quand on me dit ce que je dois faire comme député. Et donc je me refuse à dire aux organisations syndicales la lourde responsabilité qu'est la leur, comment il faut s'y prendre. Mais force est de constater que si le gouvernement reste sourd
70% des Français qui sont opposés à cette réforme, 94% des actifs qui sont opposés à cette réforme, et un front syndical uni comme jamais, y compris avec la CFDT qui tient bon aux côtés de la CGT et de l'ensemble des organisations, eh bien il faudra évidemment durcir ce mouvement, et ceux qui seront responsables de ce blocage, c'est le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Moi j'ai milité depuis le début en disant, écoutez, crise Covid, crise de l'énergie, guerre en Ukraine, eh bien je pense que on aurait pu se passer de tout ça et on aurait dû militer pour une république apaisée, une république tranquille, une république où on prenait le temps d'être au chevet de l'école, être au chevet de l'hôpital, être au chevet de la ruralité pour un aménagement équilibré du territoire, de réconcilier la République avec elle-même. Le président de la République, un peu comme un enfant gâté, d'ailleurs il a l'itinéraire d'un enfant gâté, a choisi de cliver le pays et a choisi le chaos, c'est de sa responsabilité. Merci Sébastien Jumel d'être venu nous voir ce matin. Vous savez, nous aurons encore de nombreuses voix pour défendre ou pour contester cette réforme des retraites. Sur l'antenne de Sud Radio, merci d'être avec nous, André Berkoff.